Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet qui touche plus particulièrement, et on l'a déjà abordé, mais là, ça va être une vidéo complémentaire de ce que j'ai déjà pu expliquer dans des précédentes vidéos, mais je vais commencer par une bonne nouvelle. Vous vous souvenez de ce monsieur ? Ce monsieur s'appelle Julien Pin. Il fait partie de ces groupes d'individus qui se sont autoproclamés diseurs de vérité, ce qu'on appelle plus vulgairement des fact-checkers, qui jonglent dans l'univers qu'on appelle la zététique. Eh bien, Julien Pin vient de faire une intervention lors d'un colloque qui semble démontrer que finalement j'avais raison de faire cette vidéo sur le fait que ces fameux fact-checkers commençaient un petit peu à paniquer parce qu'ils se rendaient compte qu'ils perdaient de plus en plus l'ascendant sur l'opinion. Eh bien, Julien Pin, alors je vous mets juste un petit extrait vidéo, je ne peux pas vous mettre la vidéo en entier parce qu'évidemment, j'ai pas envie de me faire striker la vidéo pour un problème de copyright. Je vous mettrai le lien en description. Mais en gros, il est en train d'expliquer que oui, en effet, lui-même admet qu'il a pu commettre des erreurs sur la façon de présenter les faits, mais que finalement, c'était pas de sa faute, parce qu'en réalité, les sources qu'il utilisait pour faire du fact-checking, en réalité, elles-mêmes, mentaient. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que le problème de l'information de masse, c'est qu'il faut y faire une information simplifiée, une information généraliste. On ne peut pas aller dans le détail, on ne peut pas expliquer, sinon ça mettrait des heures. Et vous savez qu'en règle générale, nous sommes confrontés souvent à des gens qui, dès que ça commence à être un petit peu trop compliqué, ça perd totalement d'attention. Et donc, Julien Pin nous explique que s'il a pu commettre des erreurs de dire des choses qui en réalité se sont avérées être des mensonges, c'est parce que les sources elles-mêmes mentaient. Et qu'il le dit lui-même, il dit oui, c'est vrai que malheureusement, il y a eu des narratifs où on a eu fâcheuse tendance à prendre les gens pour des cons. Et que si aujourd'hui de plus en plus de gens s'éloignent des médias mainstream ou des sources d'informations officielles, c'est parce qu'à force de les avoir pris pour des cons, à force d'avoir vendu des informations qui en réalité étaient des informations qui étaient censées essayer de rassurer l'opinion, mais à force de vouloir rassurer l'opinion, eh bien on a construit un narratif qui a tout simplement menti à l'opinion. Et Julien Pin lui-même dit oui, il y avait des questions auxquelles en réalité les sources n'avaient pas de réponse, ou tout du moins de réponse simple. Donc ils ont construit un narratif simplifié pour convaincre l'opinion, pour calmer l'opinion sur certaines questions. Alors évidemment, vous comprenez bien que cette vidéo elle est en train de tourner sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur X. Oui, X, parce que c'est le nouveau logo de Twitter. Si vous n'avez pas vu passer cette information, enfin Twitter pour l'instant s'appelle toujours Twitter, mais son logo, le petit oiseau bleu, eh bien, a disparu. C'est-à-dire que désormais, c'est ce logo qui fait office de logo pour Twitter. Et donc sur Twitter, en effet, Julien Pin il est en train de se prendre évidemment du bois vert, parce que tous les gens, même certains qu'il avait traités de complotistes, de fact-checkers, de promulguer ou de diffuser de la fausse information, et bien aujourd'hui, tous ces détracteurs sont en train de sourire, sont en train de se prendre un malin plaisir à diffuser la vidéo, où lui-même admet que, on a menti, mais c'était pour le bien public, c'était pour le bien de tous. C'est con, ça. Alors, je viens de vous parler de Julien Pin, mais on pourrait aussi parler de ces fact-checkers, voire même de ces gens qui ont pour mission d'essayer de vendre la bien-pensance, etc. Alors, j'ai envie de dire l'affaire Marianne, l'affaire du scandale du fonds Marianne,
et très révélateur finalement de ces gens qui ont été payés finalement pour vendre un narratif et non pas faire du fact-checking ou faire de l'information réelle, de l'information authentique. Et malheureusement, les choses sont encore plus évidentes quand on a suivi un petit peu ce qui s'est passé avec Twitter. Souvenez-vous, Twitter a été racheté par Elon Musk et aussitôt après, il a fait une annonce qu'il allait divulguer, qu'il allait publier des dossiers, ce qui est devenu par la suite ce qu'on appelle les Twitter Files. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que en France, il y a très peu de médias qui se sont penchés sur ces Twitter Files, tout simplement parce que ça serait révélé que des sources de réseaux sociaux ou d'informations, voire des médias d'une manière générale, peuvent très bien servir les intérêts d'un narratif, les intérêts d'un État, les intérêts d'une idéologie politique, ou qu'elle soit conservatrice ou progressiste. Et il se trouve que les Twitter Files ont bien montré les subterfuges qui ont permis au FBI d'avoir ses entrées dans les coulisses de Twitter et faire en sorte de soumettre un régime de fait démontrant bien que l'agence avait infiltré des anciens agents experts qui en réalité étaient toujours au service de l'agence, agissant de fait pour guider le réseau social dans la bonne voie de comment manipuler, contrôler, censurer l'opinion. Il aura fallu un jour où la trop grande confiance en soi de l'agence sur ses agents ont poussé ces sbires à censurer non seulement le New York Post, mais tous ceux qui relayaient l'article de ce même journal sur Hunter Biden et son portable. On se souvient que ça avait fait une véritable foire et les Twitter Files ont permis finalement d'apporter des réponses à des questions, tout simplement que c'est le FBI. Alors après, le FBI, est-ce que c'était une intention ou une prise d'initiative au sein du FBI, ce que évidemment personne ne croit, mais qu'on a bien eu le FBI qui a été commandité par quelque chose, par quelqu'un. Là, je vous laisse vous souvenir de l'époque pour savoir qui potentiellement a pu faire usage du FBI dans ce sens. Et de fait, tout simplement mettre en route une machine d'influence, une machine de contrôle. Mais le dérapage a eu pour conséquence la remise en question de la pluralité de Twitter, mais pas seulement. C'est aussi sa chute entre les mains d'Elon Musk. Et au-delà de cette affaire, cela a aussi soulevé le fait de savoir quoi, qui, comment le FBI et d'autres agences américaines ont suffisamment d'influence sur les médias et pas seulement américains. Voire même aussi avec l'assistance, le soutien, l'aide financière de certaines associations, de certains philanthropes, dont évidemment le premier qui vous vient à l'esprit, c'est Bill Gates. Bill Gates, qui je rappelle, la fondation Melinda et Bill Gates, qui soutient un certain nombre de mouvements, enfin de mouvements oui, mais de diversification de soutien, d'aide, de subventions, a subventionné et continue à subventionner le journal Le Monde. Donc, le FBI a été mis au banc des accusés sur son interventionnisme même sur Twitter. Alors, est-ce que ça a donné lieu à une enquête officielle, etc. Bien sûr que non, puisque au sein même des institutions américaines et au sein même de la justice, du département de la justice américaine, vous avez des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on n'a jamais remué la mer. Et il n'y a pas que le FBI, parce que le FBI, c'est, comme vous le savez, c'est le Federal Bureau of Investigation qui a une seule, disons qu'il y a un champ d'action qui est national. Pour ce qui concerne les affaires internationales, là, c'est la CIA. Et la CIA infiltre les plus grands réseaux sociaux et organes de presse. Aux États-Unis, le journaliste Glenn Greenwald a dénoncé lors d'une de ses émissions le fait que de nombreuses agences de la CIA occupent les postes les plus élevés au sein des plateformes Internet des grandes entreprises technologiques.
Leur mission est d'appliquer la censure et de limiter les opportunités de débat public. Les Américains sont conscients des efforts déployés par l'État sécuritaire pour contrôler les médias depuis les années 1970, lorsque la commission Church du Sénat a révélé l'opération Mockingbird de la CIA et déclaré que M. Greenwald aux auditeurs de son podcast System Update. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de notoriété publique, les documents existent, les dossiers existent, la fameuse opération Mockingbird, c'est pas une idée complotiste, c'est une réalité de fait. Les dossiers ont été déclassifiés, donc aujourd'hui, c'est de notoriété publique, ça fait partie de l'histoire. Dans le cadre de ce programme, les agents de la CIA ont infiltré et influencé secrètement le plus grand organe de presse du pays. La révélation du projet Mockingbird a fortement embarrassé certains médias et le gouvernement, car il est interdit à la CIA de cibler le public américain, a expliqué M. Greenwald. Au cours de la dernière décennie, plusieurs lanceurs d'alerte ont révélé que l'État sécuritaire américain avait de nouveau intensifié ses activités secrètes de ciblage des citoyens américains, en particulier depuis le début de la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre. Et là, oui, en effet, on a pu constater que les États-Unis ont déployé des outils, pas seulement à l'intérieur même du pays, mais aussi avec ses partenaires, avec ses alliés. Une des conséquences de cette période dramatique, c'est que les Américains ont réussi à obtenir d'un certain nombre de pays, y compris la Suisse, d'avoir l'obligation de rapport des activités, des échanges financiers de chacun d'eux. C'est-à-dire que tous les mouvements financiers qui s'opèrent en France, eh bien la France a l'obligation de fournir un rapport complet aux autorités américaines. Et quand je dis y compris la Suisse, c'est que la Suisse, évidemment, avec son fameux secret bancaire, elle a résisté, elle a tenté de résister, elle a essayé de résister. Mais tous les coups sont permis. Et finalement, malheureusement, la Suisse a fini par céder. C'est pour cette raison que la Suisse a perdu beaucoup de milliardaires et de millionnaires qui sont partis en Asie, et plus particulièrement aussi dans d'autres pays, plus particulièrement du Maghreb. Je pense à Dubaï en particulier. Même si Dubaï n'est pas une place financière, mais Hong Kong, Singapour, pas Shanghai, mais c'est une autre ville, je ne sais plus exactement. Aujourd'hui, on réussit à récupérer un certain nombre de riches qui s'étaient réfugiés en Suisse, mais comme la Suisse a finalement cédé, ils ont préféré aller ailleurs. Les révélations du projet Mockingbird a fortement embarrassé les médias. Au cours de la dernière décennie, plusieurs lanceurs d'alerte ont révélé que l'État sécuritaire américain avait de nouveau intensifié ses activités secrètes de ciblage de citoyens américains. Il y a une dizaine d'années, des informations selon lesquelles les agences de renseignement espionnaient les Américains ou infiltraient les médias étaient considérées comme scandaleuses. Malheureusement, oui, parce que c'est un peu d'ailleurs ce que j'essaie de vous expliquer, vous faire prendre conscience avec la France. En France, c'est ce qu'ils veulent réussir à mettre en place, c'est-à-dire un état d'urgence sécuritaire qui autoriserait les autorités à posséder ou à détenir ou à récolter toutes les informations sur tous les citoyens français. C'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire aux États-Unis. En 2015 et en 2016, l'État sécuritaire américain s'est aligné contre Donald Trump et s'est consacré au sabotage d'abord de la campagne Trump, puis de la présidence Trump. Il y a maintenant très peu de médias qui font des reportages critiques sur ces agences car elles sont au sommet de leur pouvoir, plus puissantes que jamais. C'est pourquoi elles ont intégré aux plus grandes entreprises qui contrôlent l'information et la propagande aux États-Unis, les médias d'entreprise et les grandes entreprises technologiques. Elles sont obsédées par la destruction des quelques avant-postes de médias indépendants, les quelques endroits qu'elles ne peuvent pas contrôler et qui les empêchent de disposer d'un système d'information complètement fermé. Évidemment, on parle de toutes les succursales, de toutes les plateformes alternatives et indépendantes qui se sont développées, surtout aux États-Unis. Et
force est de constater que très souvent rattachés à des idéologies ou des partis conservateurs. Alors, sous différents niveaux, modérés, ultra-conservateurs, Tea Party, etc., tout ce que vous voulez. Justement, un système d'information totalement fermé est la marque du totalitarisme. Si vous pouvez contrôler de façon dont les gens pensent et les empêcher d'entendre des opinions divergentes, vous pouvez contrôler toutes leurs actions parce que leurs actions sont basées sur ce que l'on dit et pense à leur place. Et si vous pouvez contrôler leurs pensées, vous n'avez même plus besoin de contrôler leur action. C'est le système qui est en train d'être créé. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons des générations, des jeunes générations, qui sont littéralement lavées du cerveau, qui n'ont plus de curiosité, voire même qui n'ont plus du tout de libre arbitre. Et de fait, ce sont les clients parfaits d'un narratif simplifié, d'un narratif binaire, dans lequel on y met évidemment de l'hypersensibilisation, de l'émotionnel, du droit de l'homisme, tout ce que vous voulez, eh bien, tout d'un coup, là, vous voyez exactement le champ narratif qui concerne l'Ukraine, qui tout d'un coup, eh bien, est tout à fait révélateur et fonctionne exactement sur ses rouages aujourd'hui. En Europe aussi. En 2014, le journaliste allemand Hugo Hofkotz avait publiquement dénoncé l'infiltration des médias européens par la CIA dans un livre de plus de 800 pages intitulé « Journalistes achetés, comment les politiques, les services secrets et la haute finance dirigent les médias de masse allemands ». Il avait affirmé avoir lui-même accepté de travailler pour les services secrets américains. Il avait abordé également d'autres thèmes délicats, comme la pédophilie au sein du monde politique et militaire allemand, en Afghanistan, et alors également finalement eu peu de temps pour alerter l'opinion publique, puisqu'il est décédé d'une crise cardiaque en 2017 à l'âge de 56 ans. Un rapport en 2016 du département américain de la justice disait à propos du FBI: les politiques du ministère et du FBI en vigueur en 2007 n'interdisaient pas aux agents de se faire passer pour des journalistes ou de se faire passer pour un membre d'un organe de presse et n'exigeaient pas non plus que les agents demandent une autorisation spéciale pour s'engager dans de telles activités d'infiltration. Ces directives ont ensuite été modifiées, sauf pour les missions sous couverture. Les agents de la CIA sont, eux, beaucoup plus libres dans ce domaine. Voici ce que le sénateur américain Frank Church écrivait en 1976 sur la prise de contrôle des médias par la CIA. La CIA entretient actuellement un réseau de plusieurs centaines de personnes étrangères à travers le monde qui lui fournissent des renseignements et tentent parfois d'influencer l'opinion par le biais d'une propagande secrète. Ces personnes fournissent à la CIA un accès direct à un grand nombre de journaux et de périodiques, à des dizaines de services de presse et d'agences de presse, à des stations de radio et de télévision, à des éditeurs de livres commerciaux et à d'autres médias étrangers. Ces ingérences dans la formation de l'opinion publique, qui peuvent miner les processus démocratiques, sont encore peu connues et étudiées. Une prise de conscience politique sera nécessaire pour éclaircir les zones d'ombre et de ces activités cachées. Ce texte résume exactement ce qu'on sait depuis longtemps. Enfin, vous et moi. Parce que, malheureusement, force est de constater que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens ont confiance en la pluralité journalistique de chaînes telles que BFM, telles que TF1, LCI, France Télévisions, même si France Télévisions est une chaîne publique. Force est de constater qu'aujourd'hui, elle est un petit peu, on va dire, en roue libre. Je rappelle quand même que la CIA est souvent impliquée dans des bouleversements. Des bouleversements de régime dans certains pays d'Amérique latine. Des bouleversements dans un certain nombre de pays asiatiques. De bouleversements dans certains pays du pourtour méditerranéen. Oui, je parle bien du printemps arabe.
printemps arabe n'est pas né spontanément comme cela. Il a été incité, invité, soutenu. Et évidemment, l'Ukraine, cette fameuse Ukraine où justement le rôle des médias mainstream, le rôle de BFM, de Radio France, de France Télévisions, de TF1, de LCI, voire même un petit peu aussi de CNews, c'est de vous cacher les antécédents. C'est de vous cacher tout ce qui s'est passé sur le plan politique, idéologique, influence, géopolitique en Ukraine, depuis le jour où le document de son indépendance a été signé en 1991. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, aujourd'hui nous avons une ou deux générations de gens qui sont lavés du cerveau et qui évidemment sont biberonnés aux idées droits de l'homiste, démocratie, liberté, paix dans le monde, diversité, lutter contre le racisme, lutter contre l'homophobie, lutter contre la diversophobie, contre la grossophobie, contre le genrephobie, la transphobie. Ah ben bien oui, c'est cela que vous voyez dans les manifestations. Ceux-là même qui n'ont plus du tout de libre arbitre, ceux-là même qui ne réagissent plus, qui ne réfléchissent plus. Parce qu'on leur a vendu des produits émotionnels qui marchent très très bien sur eux. Sauf que le jour où vous les mettez devant leurs contradictions, sauf que le jour où vous les mettez devant une réalité, une vérité, de fait, indiscutable, en général, ils pètent un plomb, ils bug. Et c'est là qu'aujourd'hui, on voit leur narratif systématique d'étiqueter tout ce qui ne leur plaît pas d'extrême droite, de facho, de raciste, d'homophobe, de transphobe. Alors qu'aujourd'hui, aux États-Unis, oui, il y a bien un phénomène qui est en train de faire tourner les choses différemment de ce qu'ils espéraient. Oui, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui dans l'Amérique profonde, dans des petites villes, des gens qui commencent à en avoir marre de certains narratifs qui leur imposent soi-disant un progrès, mais qui en réalité n'est pas un progrès, mais bien des idéologies qui consistent à détruire, à déconstruire la société traditionnelle, la société avec une certaine morale, la société avec des mœurs. Et évidemment, ceux qui sont les plus particulièrement visés, c'est l'Amérique religieuse. Sauf que dans ce plan, et là les BLM ont été aussi un symptôme tout à fait flagrant, c'est que l'échec des BLM, c'est d'avoir intégré aussi l'anticléricalisme. C'est-à-dire cet état d'esprit athéiste, refus de Dieu, culpabilisation de la religion, sauf qu'ils se sont trouvés tout d'un coup confrontés à une grande portion des Afro-Américains qui sont religieux. C'est-à-dire que le progressisme absolu qui a infiltré et construit BLM par l'intermédiaire de philanthropes ont complètement zappé le fait qu'il s'adressait à une communauté qui était en grande partie religieuse, qui avait une croyance en Dieu, qui étaient des religieux pratiquants ou non pratiquants, mais quand même reposant sur certaines valeurs judéo-chrétiennes. Idem pour la population hispanique. Aujourd'hui, les démocrates sont en train de s'efforcer, essayer de séduire l'électorat hispanique américain, ou américano-hispanique. Sauf que les américano-hispaniques, eux aussi, ne sont pas d'accord sur le fait de voir des drag queens, ou sur le fait de voir des gens sexués ou ayant des propos, des positions, des tenues extravagantes devant des enfants. Non, ils ne sont pas d'accord. Ça ne fait pas partie de leurs valeurs. Ils n'ont rien contre les homosexuels. Ils ont une certaine forme de tolérance, mais une tolérance qui doit respecter les us et coutumes de chacun. Les us et coutumes aux États-Unis qui, une grande majorité, fonctionnent plutôt bien, puisque nous sommes tous issus des mêmes racines, des racines chrétiennes. Contrairement aux musulmans. Et c'est là que ça pêche.
Et c'est là justement qu'a le rôle aussi de ces médias aux États-Unis, c'est de cacher que certaines communautés islamiques dans certains États du Nord-Est, plus particulièrement le Michigan, eh bien, les idées progressistes ne fonctionnent pas. Elles ne sont pas acceptées. Je dirais même pire, c'est que certains républicains plutôt ultra-conservateurs se rapprochent des communautarismes islamiques. Parce qu'évidemment, les républicains veulent se servir de ces communautés pour asseoir une certaine influence. Parce qu'il est vrai que les ultra-républicains conservateurs religieux ont des liens plus ou moins d'intérêt avec les musulmans intégristes. Évidemment, même si côté droits de l'homme, droits des femmes, etc., ça pêche un peu. Mais là encore, on se rend compte que médiatiquement, le chant narratif préfère chanter une chanson plutôt qu'une autre. Eh bien, en France, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tous ces gens qui s'évertuent à essayer de faire passer CNews pour une chaîne d'extrême droite sont les mêmes qui veulent imposer une idéologie unique. Et ce qui est d'ailleurs tout à fait antagoniste à ce qu'ils se prétendent être. Ils se prétendent être droits de l'homiste, républicains, alors qu'en réalité, leurs sous-entendus sont tout le contraire de la République, sont tout le contraire des principes fondamentaux, des libertés. Ils veulent imposer leur point de vue, leurs idées. Toute contradiction, tout questionnement, toute remise en question, c'est facho, c'est l'extrême droite. Et bien là encore, l'infiltration qu'il y a dans certains médias français, à charge à eux d'imposer un narratif. Et ce narratif en France, il est tout trouvé. C'est de mettre en opposition l'inconcevable, l'inacceptable, avec la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est le respect des libertés de chacun, c'est le respect de l'autorité, c'est le respect des règles, c'est le respect de la civilité, de la politesse, c'est le respect des autres. Eh bien, force est de constater que les médias aujourd'hui sont en train de déconstruire tous ces principes. Et que si à un moment donné, vous avez un intervenant ou si quelqu'un commence à dire « oui, mais attendez, la loi, c'est la loi. Il faut punir. Toute personne qui commet un délit, on punit. Alors pourquoi certains devraient être punis comme ces flics qui ont tabassé? Et par contre, les jeunes qui ont détruit, pillé, voire même agressé des gens, à la limite, oui, ils sont condamnés, mais les condamnations ne sont pas appliquées. Je rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, une gendarme a laissé la vie suite à un refus d'obtempérer. L'auteur de ce refus d'obtempérer a été libéré. Et mieux, récemment, je crois qu'il y a aussi une autre affaire d'une personne qui a été agressée. Toutes les preuves étaient là, sauf que, vice de forme, la personne a été libérée. Il y a une impunité qui s'est installée. Sauf que cette impunité non seulement elle était structurellement installée par des idéologues politiques, mais aussi protégée et couverte par des médias. Sauf qu'évidemment, quand certains médias commencent à remettre un petit peu de contexte, commencent à, en effet, parler d'impunité, de dysfonctionnement de la justice, de discordance et de dysfonctionnement au sein même de l'autorité, c'est-à-dire police, gendarmerie et certainement armée, eh bien, quand vous avez réussi à cultiver 1 ou 2 générations de gens qui ne fonctionnent que sur de la simplification, comment voulez-vous qu'ils comprennent que leur simplification, en réalité, c'est pas simple, c'est compliqué. Et c'est ces mêmes gens aujourd'hui qui trouvent le moyen de faire de la généralité, qui s'offusquent de la cagnotte de 1 600 000 € pour la famille du policier qui a tué Naël. Et aujourd'hui, tout le monde s'acharne, enfin tout le monde. Les bien-pensants sont rageux parce que ça démontre qu'il y a une bascule dans l'opinion,
Sauf qu'ils ne veulent pas en rester là, ils veulent condamner Jean Messia d'avoir eu l'idée de cette cagnotte. Et dans le même sens, une cagnotte a été créée pour les 4 familles des 4 policiers marseillais, sauf que là, GoFund, qui a été le site sur lequel le fonds a été créé, certainement qu'il y a eu des jeux d'influence pour demander à ce que cette cagnotte soit annulée. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que si on commence à jouer les jeux des cagnottes, que les cagnottes engendrent suffisamment d'argent, suffisamment de dons pour démontrer que l'opinion, en grande majorité, n'est plus sous la coupe des bien-pensants. Et ça rejoint les vidéos que je vous faisais, et ça rejoint ce que je vous disais au début avec M. Pain, avec les zététiques. Ça rejoint aujourd'hui les narratifs de certains médias. Ça rejoint le discours des LFI, infantilisant, discriminant, victimisant, culpabilisant. Et je vais terminer en vous disant que de toute façon, on n'est plus dans une étape de destruction de l'État-nation. On est aujourd'hui dans une étape de déconstruction des valeurs. Force est de constater, regardez tous les sujets aujourd'hui problématiques de la société française. C'est de la déconstruction. Le prix de l'énergie augmente, l'électricité augmente. Pourquoi l'électricité augmente? Tout simplement parce que la France est rentrée dans un marché alors qu'elle aurait pu très bien s'en passer et continuer à produire sa propre électricité et permettre aux Français de payer 10 fois moins cher ce qu'elle paye actuellement. Seulement non. L'Europe, le libre marché. Regardez la police. Aujourd'hui, la police est en train de se démunir des bons policiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous-payés, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils font des heures, et parce qu'on se fout de leur gueule. Sauf que on les remplace. Mais on les remplace par quoi? On les remplace par des gens qui sont pas du tout faits pour être policiers. Et qui par conséquent sur le terrain, en cas de conflit, en cas de situation, de tension, de conflit, finissent par soit péter un plomb ou soit faire la connerie qu'il ne faut pas faire. Le cas de Naël est sans doute ce genre de situation. Alors évidemment, on nous dit que le policier en question, pourtant, a déjà intervenu, il a déjà fait du maintien de l'ordre. Oui, sauf que le problème, c'est que même s'il a été décoré, est-ce que lorsqu'il faisait du maintien de l'ordre, est-ce qu'il l'a fait de façon éthique? Ça, vous ne le saurez jamais. Pourquoi? Parce que peut-être justement, si on apprend que dans sa mission de maintien de l'ordre, finalement il a été un petit peu avec la main lourde, là, évidemment, on en rajoutera évidemment sur le fait que la police tue. Non, la police ne tue pas. La police, elle est au même titre que n'importe quel autre service d'État, victime d'une volonté de sa déliquescence. L'éducation nationale, la santé, les prestations sociales, les avantages acquis, la sécurité, l'armée. Il n'y a rien aujourd'hui qui dépend de l'État, qui n'est pas victime d'un dysfonctionnement, qui n'est pas victime d'une déconstruction, d'une déliquescence. Le seul endroit où il n'y a pas de déliquescence, c'est ceux qui sont au pouvoir et qui s'empiffrent à vos frais, qui se tapent des voyages en jet privé à vos frais, qui occupent parfois même des logements sociaux à vos frais, qui s'enrichissent à vos frais, et même votre représentation nationale, vos députés, vos sénateurs. Si en effet quelques-uns essayent tant bien que mal d'essayer de vous ouvrir un peu les yeux, forcément derrière, on peut s'attendre à ce qu'ils soient attaqués. Regardez Jean Lassalle. Jean Lassalle aujourd'hui est sous le coup d'une plainte pour harcèlement sexuel. Comme par hasard. Que puis-je vous dire? Qu'on n'a pas fini d'être emmerdé, qu'on n'a pas fini de voir des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir. Mais parce que de toute façon, comme le système financier est aux abois, le système financier aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'a pas le choix.
il est obligé d'accélérer le plan, qui est de prendre le contrôle. Et pour prendre le contrôle, il faut vous supprimer vos souverainetés, il faut suspendre ou mettre sous condition vos libertés. Et force est de constater que ça en prend le chemin. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.